Est-ce que ça va mieux aujourd'hui que ça allait hier pour le Parti libéral du Québec? Je vais vous entendre là-dessus. Mais d'abord, la nouveauté aujourd'hui, l'élément factuel nouveau, c'est cette mise en demeure qui vient de Mme Heinz, qui était chef de cabinet, de Marois Risky, qui a été congédiée. Et là, dans sa mise en demeure, on lit « Votre silence ». Mme Risky aggrave le préjudice subi par notre cliente en ce qui suscite dans l'opinion publique des questionnements sur la possibilité que de tels motifs puissent exister, c'est-à-dire une faute grave. Et elle conclut on nous mandate pour vous offrir, en 2 mots, 24 heures pour répondre qu'il n'y a pas de tels motifs, que rien ne justifiait son congédiement. La mise en demeure prenait fin, donnait jusqu'à 16h18. Aux dernières nouvelles, il n'y a pas eu de réponse. Donc, Michel Courchaine, Mme Heinz, on peut tout à fait le comprendre, veut blanchir sa réputation qui a été entachée, là, puis là, on est comme pris dans une boîte, puis on n'a pas d'informations. Absolument. Puis je pense qu'elle veut elle-même comprendre pourquoi elle a été congédiée, quelle est cette faute grave. Mais je pense, Patrice, qu'elle n'aura pas de réponse. Non? Je m'attends à ce que Mme Risky laisse aller la mise en demeure et là, relance la balle dans le camp de Mme Heinz et voir si elle va véritablement poursuivre. Et fort probablement qu'elle va poursuivre. Je la crois sérieuse dans sa démarche. Et là, on irait devant les tribunaux et c'est peut-être uniquement à ce moment-là qu'on saurait quelle est la faute grave. Et ça veut dire des mois et des mois. Habituellement, c'est pas quelque chose qui est instantané. Ça prend du temps, tout ça. Je peux me tromper, Patrice. Je peux me tromper, mais c'est la lecture que j'en fais. Bien. C'est la lecture que j'en fais à cette heure-ci. Vous avez géré des gens. Jean-François Lisée, vous avez été chef que Marois Risky... Pablo Rodriguez a répété hier à plusieurs reprises que Marois Risky ne lui avait pas donné d'explication quant à la faute grave. Mais quand on renvoie quelqu'un, la personne renvoyée a le droit, et c'est élémentaire, à mon avis, de connaître le motif, non, Jean-François? Ben oui. Ben oui, et si elle ne le connaît pas et qu'elle considère que c'est un renvoi qui n'est pas justifié, ben elle peut poursuivre pour des dommages. Bon, alors là, la difficulté qu'a Pablo Rodriguez, vous me dites, j'étais ancien chef, j'avais eu des crises comme ça, et une fois que la crise arrive, disons qu'on ne l'a pas vu venir, on la voit, il y a quelque chose de pas correct qui a eu lieu, ben là, ton objectif, c'est de tout sortir le plus vite possible pour passer 3 ou 4 mauvais jours peut-être, mais que la semaine prochaine, on va parler d'autre chose. OK? Prendre tout le choc le plus vite possible. Et ça, c'est le temps politique. Alors, Pablo Rodriguez, lui, c'est le temps politique. Il aimerait ça, que tout soit sur la place publique. Il a donné une conférence de presse, il a répondu à toutes les questions. Il n'y avait pas toutes les réponses. C'était ça son problème. Mais le gros problème qu'il a, c'est que Mme Risky, elle, n'est pas dans le temps politique. Elle n'est pas là pour faire en sorte que la crise se résorbe et qu'on passe à autre chose. Elle est dans le temps juridique. Alors donc, elle dit, oui, c'est ça. Si vous voulez me poursuivre, poursuivez-moi. On ira en débattre devant un juge de la Cour supérieure dans 3, 4, 5 mois. Mais oui, mais c'est trop tard pour le Parti libéral. C'est la même chose pour ces histoires de brownie. Est-ce qu'ils ont existé, est-ce qu'ils n'ont pas existé? Tant qu'on ne saura pas qui a envoyé ces textos et qui a donné de l'argent à qui et d'où venait l'argent, ben vous, les journalistes, là, vous allez continuer à poser des questions et le nuage de suspicion va continuer à planer au-dessus du Parti libéral qui est censé se mettre en mode préélectoral dans les mois qui viennent. Alors, c'est la pire des situations parce que M. Rodriguez, d'après ce que je vois, n'a pas les leviers à sa disposition pour mettre la crise derrière lui. Il ne peut même pas réembaucher Mme Heinz, ne sachant pas ce que Marois Risky lui reproche. Alors lui, il pourrait décider de le faire. Il ne prend pas de chance, Jean-François. Si jamais il y a faute grave, on ne le sait pas, personne, mais si jamais. Voilà, Alain Reyes. Il pourrait décider de le faire quand même. Oui, Alain Reyes. T'aimerais ça, Jean-François, qu'il le fasse quand même sur le terrain. Non, je ne sais pas, mais lui, il la connaît, il lui fait confiance. Ils peuvent se parler aussi, parce que même si Mme Heinz dit, elle m'a pas dit pourquoi, elle doit se douter de quelque chose, puis il y a ces rumeurs qui circulent de quoi il s'agissait exactement. Bon, et puis là, monsieur, s'il a confiance en elle, il travaille avec elle depuis des années,
il peut avoir son propre jugement. Je considère que ce que tu as fait est véniel, et puis je prends sur moi de voir s'il y a une enquête et qu'on est blâmé. Mais Oui. ça, tout est possible. Mais si tant est qu'elle a fait quelque chose, on n'en sait rien. Pas plus qu'elle. Elle-même le souligne qu'elle n'a aucune idée quelle est la justification, d'où sa mise en demeure qu'elle vient de lui déposer. Là. Mais au bout de tout ça, là, au bout de toute la crise que l'on voit à l'intérieur du Parti libéral du Québec présentement, ça a commencé quelque part. Ça a commencé par le fait que Marois Risky a décidé de congédier unilatéralement une chef de cabinet après qu'elle ait eu la responsabilité, de par son chef de parti, d'être la chef parlementaire. Je pense que, Michel, je poserai la question, elle a été ministre, là. Moi, j'ai été lieutenant politique, j'ai pas eu cette chance d'avoir un ministère. Demain matin, Michel, son chef de cabinet, elle décide de façon unilatérale, sans même en parler à son premier ministre ou au chef de cabinet du premier ministre. On sait comment c'est proche. Et là, ça va même plus loin, elle décide d'engager son attaché politique de son bureau de circonscription, de l'emmener à Québec et lui dire, là, tu vas t'occuper... Là, on n'est même pas dans un chef parlementaire, là, une chef parlementaire, d'un bureau de ministre, là, puis je veux pas dénigrer un poste ou mettre un plus non, je comprends ce que vous dites. N'importe qui entend ce que je viens de vous dire là, n'importe quel gestionnaire dans une organisation communautaire, entreprise, institutionnelle, politique, entend ça, puis dit, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et tout ça, ça a généré, puis on se demande pourquoi Marois Risky était la personne la plus populaire au Parti libéral du Québec. Le Parti libéral du Québec qui est en train de revenir tranquillement dans les sondages. On voyait une course à deux. Là, on se dit, Marois Risky, elle fait quoi, là? Elle reste silencieuse. Elle parle à du monde, mais pas aux citoyens, pas aux médias. Honnêtement, là, moi, je commence à me dire, là, il commence à être temps qu'elle sorte puis qu'elle s'explique, puis si elle n'a rien à se reprocher, puis s'il y a vraiment une faute grave, au pire, elle viendra avec un avocat à côté d'elle, puis elle dira ce qu'elle a le droit de dire. Mon mot sera que c'est vraiment sérieux. Effectivement, est-ce qu'elle ne doit pas bientôt s'expliquer et au moins donner des grands paramètres si elle ne peut pas décrire faute grave. S'il y a faute grave, il y a des moyens d'expliquer qu'elle a été devant telle situation, telle situation, telle situation. Est-ce que c'est pas urgent? Oui. Parce que là, combien de réputations vont y passer entre-temps, là? Oui, vous avez raison. C'est urgent. C'est ce que tout le monde souhaite. Puis tout le monde a la même question par rapport à cette démarche-là. Pourquoi elle fait ça? Mais je pense qu'elle ne parlera pas. Je pense, à partir du moment où, si demain, par exemple, ou après-demain, ou lundi, Mme Hintz la poursuit, elle ne parlera pas. Et là, plus elle attend, plus on a des questions pour elle et plus le jugement envers elle commence à être assez sévère. Moi, j'ai parlé à bien du monde cette semaine, là, dans l'entourage libéral. Disons que c'est pas jojo, là. Oui. Alors, plus elle attend, plus ça va être difficile. La grande question qu'on peut se poser, Patrice, cette semaine, l'Assemblée nationale ne siégeait pas. Mardi, c'est le retour des députés. Mardi. Oui, mais est-ce qu'elle y sera ou pas? Parce que si elle y est, bien là, c'est évident que ça va être difficile de passer à travers mardi. Oui. Elle va être assise avec pour nos collègues. Elle va être assise avec les indépendants caquistes, là. Ouais. Elle va être avec les indépendants. Puis attendez, il va avoir son mari assis avec les libéraux, à moins que les deux décident de ne plus se présenter à l'Assemblée nationale jusqu'à la fin du mandat, mais son mari, jusqu'à preuve du contraire, veut se représenter. Mais ce soir, Alain, il y a un financement dans le comté, dans la circonscription de son mari. De son mari, Gregory Kelly. Alors, et Pablo va être présent. Oui. Aïe, aïe, aïe. C'est un opéra. Envoyer une caméra. Mais moi là, si j'étais Netflix, là, Crave ou n'importe Prime, c'est clair que je commencerais à écrire le script. Là. L'autre question... TV. Il faut dire tout TV. L'autre question, c'est les fameux brownies. Est-ce que, à Laval, on a payé des membres ou des nouveaux membres pour voter Pablo Rodriguez ou un autre candidat? Est-ce qu'on a fait ça? Les textos semblent dire que c'est ça. On ne sait pas exactement qui les a écrits. Des textos qui apparemment circulent depuis un certain temps. Là, le DGE nous dit, savez-vous, effectivement, on peut s'énerver parce que moralement, c'est un très gros point d'interrogation, mais ce n'est pas illégal de faire ça. Est-ce que ça vous a surpris,
Alain Reyes, que ça ne soit pas illégal de faire ça pour les courses au leadership que de payer, mettons, 100 $ pour voter pour tel candidat? Oui, je pense comme tout le monde, on a tous fait le saut de savoir que c'était pas illégal que ça l'arrive. Et je pense qu'ils vont régler ça assez rapidement par un projet de loi ou une modification des règles. Je connais pas toute la procédure, mais oui, je pense que ça a presque aucun sens de penser qu'on peut payer quelqu'un pour voter. Non, sincèrement, moi, j'ai fait le saut comme tout le monde. J'ai rien d'autre à dire que ça. Si on apprenait que dans le camp Rodriguez, par exemple, ça a été fait, même si ce n'est pas illégal, ça serait immoral, extrêmement dommageable, Jean-François Lisée, Michel Courchaine, compte tenu qu'on a dit que ça n'a pas été fait. Pablo Rodriguez l'a dit hier. S'il fallait qu'il apprenne ça, la personne serait exclue du parti, exclue du caucus. Et donc, lui-même ne semblait pas le savoir. Même moi, j'ai fait 2 courses au leadership. Il y en a une, j'ai perdu, une, j'ai gagné. Un de mes organisateurs ce matin m'a texté, avoir su qu'on pouvait les acheter, les votes. Bon, évidemment, on l'aurait pas fait. Gagné la première fois, on ne sait pas. Oui, c'est ça. C'était devant M. Pelado, c'était plus dur. Il y a quand même 17 000 voix d'avance au premier tour, Pablo Rodriguez, sur son premier adversaire. Donc, il aurait fallu, s'ils les avaient tous achetés, enfin, cette majorité, plus de 1 700 000. Alors donc, c'est peu probable que même si on en trouve un certain nombre, que ça mette en cause son leadership. Je pense que c'est assez clair. Mais maintenant, je vais simplement noter qu'il y a une inflation très forte parce que la dernière cause avérée à un organisateur politique qui se disait indépendant, en 96, dans la circonscription d'Anjou, avait acheté des votes pour le libéral local, 10 $ par vote. Oh. C'était 10 $. La preuve avait été faite. Maintenant, c'est 100 $. Alors, c'est la démocratie prend de la valeur. Très bien. Michel, en conclusion là-dessus. Juste vous dire que le Parti libéral a un code d'éthique. Et dans le code d'éthique, c'est très clair que tu ne peux pas payer puis obtenir une faveur en retour. Donc, à la base, c'est pas acceptable. Peut-être que la loi le permet, mais le code d'éthique du Parti libéral ne le permet pas. Pablo a tranché pendant sa conférence de presse en disant qu'il a demandé une enquête sur le sujet. Très bien. En tout cas, espérons que les zones d'ombre soient éclairées dans les prochains jours, là, parce que il y a encore beaucoup de questions. On s'entend sur la faute grave ou les fautes graves. Qu'en est-il? OK. Je veux... combien il reste de temps? Je veux vous amener à Ottawa. Parce que je sens qu'on va en reparler la semaine prochaine de ça, parce que mardi, ça va être une grosse journée. Allons à Ottawa. On va écouter, si vous le voulez bien, un petit montage. Mme Joly, qui a dit que le Parti québécois donnait le Québec à Trump. Ensuite, Mme Joly encore et M. Blanchet qui répond, puis on revient tout de suite. Le chef du Parti québécois veut donner le Québec à Donald Trump, le lancer dans les bras de Donald Trump, parce qu'il veut faire en sorte que le Québec soit beaucoup plus affaibli. Et les Québécois sont très inquiets au Québec. On se dit vraiment, on parle d'un 3e référendum, vraiment, on parle de la perte de notre pouvoir d'achat et vraiment, dans un moment où il y a un président américain présentement qui est en train de menacer la souveraineté du Canada, on se trouve vraiment à s'affaiblir, nous, en tant que Québécois, et on est prêt à donner des rênes à Paul Saint-Pierre Plamondon pour qu'il fasse en sorte de développer ses PS piastres. Et l'ombre de Jean Chrétien et Jean Charest passa sur le Parlement. OK, c'était pas cette version-là de M. Blanchet, mais il dit l'ombre de Jean Chrétien qui part. Alors, c'est comme si le PQ avait gagné. Comment vous avez, Alain Reyes, réagi à ce débat presque référendaire en pleine Chambre des communes? Sincèrement, moi, je suis parti à rire. C'était la première des choses. Cet enflure verbal de Mélanie Joly, je trouve que ça n'aide aucunement le camp fédéraliste. Ça manque de profondeur. Moi, qu'elle questionne, qu'elle veut mettre de l'avant le fait qu'advenant le cas que le Québec se sépare, donc il faudrait premièrement que Paul Saint-Plamondon gagne, ensuite parte son référendum, gagne son référendum. Si on arrivait là, dans la situation actuelle avec les États-Unis, avec Donald Trump,
Est-ce que ça nous affaiblirait? Est-ce qu'on serait plus fort? On a déjà de la misère à négocier toutes les provinces ensemble, le Canada. Ça pourrait être un débat qui serait intéressant, mais de commencer à laisser sous-entendre que Paul Saint-Pierre Plamondon va donner le Québec à Donald Trump. Et là, après la suite, on a entendu d'un autre député de la région de Laval là, qui dit « l'armée va débarquer ». Oui, je ne l'ai pas fait jouer. Iacono qui dit que Donald Trump pourra envahir le Québec. Jean-François, ça vous étonne si tôt? Ben, l'incompétence des adversaires de la souveraineté m'étonne toujours. Ils sont pas toujours incompétents, mais parfois ils le sont. Et là, cette semaine, ils le sont. Alors, exactement comme dit Alain, Mme Joly, ancienne ministre des Affaires étrangères, aurait pu dire, écoutez, les Québécois décideront ce qu'ils veulent, mais face à Donald Trump, est-ce qu'on n'est pas mieux unis que désunis? Est-ce que ça n'affaiblirait pas le Québec? Alors ça, c'est parfaitement acceptable. Mais là, elle est allée avec une forte démagogie en disant, Plamondon veut donner le Québec à Trump. Ben, évidemment, c'est absurde. Et donc, ce qu'elle fait, elle se déconsidère comme une porte-parole efficace du non en faisant ces outrances-là. Alors moi, en tant que souverainiste, je suis très content. Déconsidérez-vous tous un après l'autre et les gens ne vous écouteront plus. Oui. Michel Courchaine, vous, comme fédéraliste, est-ce que vous trouvez que c'est habile? Non, pas du tout. C'est pas du tout habile. Je rejoins tout à fait mes deux collègues. Ça n'a fait pas avancer le débat. Puis ça fait très vieille politique, tant qu'à moi. Ça fait un peu le référendum de 1995. Et j'ose espérer qu'au Québec et même au Canada, qu'on a atteint une maturité politique où on va être capable de débattre véritablement des enjeux d'une éventuelle souveraineté. Par contre, je dois dire, puis l'année va être très longue, Patrice, parce que le Parti québécois et Paul Saint-Pierre Plamondon choisissent la stratégie d'égrener le fameux livre bleu sur les conséquences oui, parce qu'il faut quand même dire ça pour être honnête. Elle réagissait au dollar québécois qui avait été rejeté donc, par Parizeau. Vous dites, Jean-François, pas vraiment. En tout cas, bref, elle réagissait à ça. Là. Oui. Il met en jeu ces questions-là. Oui, mais là, il nous dit aussi que ce livre bleu, ça va prendre 25 chapitres. Il va nous l'égrener. Alors, on peut s'attendre encore à ce genre de réaction-là. Et il faudrait que le clan des fédéralistes se concerte un peu mieux puis dise, ça suffit les campagnes de peur et les exagérations. Ce qu'on veut savoir comme citoyen, c'est, par exemple, ce dollar québécois, quelles sont les conséquences véritables sur le pouvoir d'achat des Québécois? C'est facile de lancer des grandes phrases. Moi, ce que je veux, même comme fédéraliste, je veux qu'on soit capable d'avoir des démonstrations et d'un côté comme de l'autre. Okay. Et à ce moment-là, les citoyens feront leur choix de façon beaucoup plus éclairée. Et j'espère qu'on saura approfondir ce genre de débat. Comme a dit Alain, il y a quand même une élection d'ici là. Tu sais, on veut bien aller vite, là, mais il ne faut pas aller trop vite. C'est très bien.